Bonsoir, c'est Felucette. Felucette, c'est un collectif de trois amis, deux auteurs lecteurs, en la personne de Vincent Bouillet et de moi-même, Florence Sorin, et de notre camarade improvisateur musicien de génie, Lieutenant Dan. Felucette, on adore recevoir des invités, et ce soir, on a la chance d'avoir une autrice lectrice avec nous, Audrey Harel. Et à la musique, on a Marc au piano. Avancez-vous encore, parce que je vois qu'il y a des gens qui vont rentrer, donc vraiment n'ayez pas peur. Encore une fois, nous ne mordons pas. Et on remercie, mais on fera un petit topo après, on remercie aussi le musée de nous accueillir. Et pour ceux qui ne connaissent pas Felucette, la petite spécificité de Felucette, c'est que on n'a jamais répété avant, donc on a écrit les textes avant. Salut. Salut. Elle fait partie, on ne sait plus après. Une fois que c'est parti, on ne sait plus ce qui fait partie du spectacle ou pas. Alors, vous faites partie du spectacle ? Ok, très bien. Mais par contre, vous vous taisez. Non, je rigole. Et qu'est-ce que je racontais ? Oui, et que du coup, il y a quand même un côté performance, vu qu'on n'a pas répété, donc on improvise devant vous en musique. Et c'est que des one-shots, donc on le fait une fois. Et là, petit clin d'œil à nous-mêmes, c'est le 30e Felucette, donc c'est un chiffre rond, donc on est très content, vu qu'on en fait un par mois, plus ou moins. Et du coup, après, c'est d'autres thèmes, d'autres invités, d'autres formes et d'autres lieux aussi. Voilà. On remercie le musée de nous recevoir ce soir. Évidemment, le thème de ce soir est imposé un peu par le lieu. Du coup, on va parler de musée, on va parler d'une toile, entre autres. Et on vous laisse découvrir la suite. Et je vous raconterai le pourquoi de cette forme après. Je préfère ne pas le dire avant. Comme ça, vous ferez votre chemin pendant le concert. Vois-tu cette explosion de couleurs ? Lumineuses, extravagantes, elles jaillissent, telles de furieuses fontaines, bondissent vers les cieux en un final qui semble vouloir sortir de la toile. Reculons, où nous serons éclaboussés. Quelle force, quelle puissance renvoie ces silhouettes démesurées. Des géantes figées dans leur élan, des teintes flamboyantes, saturées, brûlantes, du fuchsia incandescent au rouge d'un sang encore tiède, une beauté violente qui hurlerait sans mots. As-tu remarqué la richesse des détails ? Ces parures, ces ornements, ces motifs, comme si chaque coup de pinceau portait un message parcouru de fines volutes. Il y a là une précision, une maîtrise, la magie des pinceaux de l'artiste. Regarde la façon dont la matière se pose, se tend, s'étire, se replie, comme cousue par une dentelière. Et là, regarde bien, tu la reconnais toi aussi ? La sagesse de l'une, peinte en plein cœur du chaos. Une rose pâle, au pastel légèrement bleuté, sur laquelle perle une goutte d'eau. En dessous, n'est-ce pas une lyre ? Ces cordes peintes à leur fin ? Excès et minutie, l'artiste frappe, puis brode. L'orfèvre brûle la matière et sculpte dans les cendres des bijoux aux nuances de Parme, aux éclats nichés, là, au cœur du tableau. Troublant. Viens, on s'approche, Lucette. Là, encore un peu. Là, dans le coin, plus près. Tu la vois, cette minuscule tache ? Elle semble poser là par erreur. Mais non, attends. Mais si, regarde bien. Cette ridicule petite chose. C'est un homme. Mais oui, un homme. Là dans le coin, là.
Regarde bien, on devine ses épaules. Belle carrure, soit dit en passant. Mais le torse est un peu raide. Et ce bleu, planté là, sur un fond de couleur noire. Le noir n'est pas une couleur, tu sais bien. Soulage se retournerait dans sa tombe. Mais enfin, pourquoi ce petit bonhomme? Il détonne, c'est un intrus. Qu'est-il passé par la tête de l'artiste? Je ne vois pas ce que ce drôle de personnage apporte à l'œuvre. Alors pourquoi? Il est si petit, si inutile. Une annotation qu'on aurait oublié de gommer. Lucette, tu comprends quelque chose, toi? Ça n'a vraiment pas de sens. Tu crois qu'on peut s'approcher encore un peu plus? Tu as vu là? Des poils sont figés dans l'huile, comme j'aimerais les toucher. Parcourir du bout des doigts les cicatrices là, que l'artiste a laissées sur la toile. J'imagine son geste, le bras levé qui soudain gifle la toile. Les pigments qui éclatent, la spatule habile qui gratte, qui creuse, qui tasse, qui crée. Tous ces reliefs, on dirait la lune, non? Tu te souviens, Lucette, de l'atelier? Les jolis tubes de couleurs, le couteau pour sculpter. Regarde ici, les entailles, les boursouflures, juste à côté. Viens voir, viens. Là, la peinture a été effacée par une caresse. J'ai envie d'y poser mes doigts, de sentir le grain de la peinture, toucher la sueur de l'huile, écraser la croûte, la sentir se dérober. Et alors je pourrais écorcher l'œuvre d'un coup d'ongle, y laisser une trace, un creux dans la chair. Il y a un détail que je n'avais pas vu au début. Un détail sur le coin droit, en bas de la toile, proche de la signature de l'artiste. Je ne l'ai aperçu, ce détail, qu'au bout d'un certain temps, en m'en approchant, en me postant très près du tableau. À une 50aine de centimètres, à peu près si près que si cette peinture avait été une personne, elle aurait été incommodée, interloquée, cette peinture, se demandant pourquoi diable je me tenais si près d'elle à la toisée comme ça, d'un œil rond et louche. D'ailleurs, soit dit en blablatant, on ne regarde jamais assez une œuvre. On ne prend que très rarement le temps de la contempler vraiment, d'en observer chaque élément, puis de l'appréhender à nouveau dans son ensemble en variant les angles et les distances, en y plantant un instant notre attention, puis en rêvassant doucement, avant d'y plonger à nouveau tout notre cœur, en s'y perdant, le long d'une ligne léchée et filiforme, ou au gré d'un grand coup lâché et décomplexé de pinceau, en se laissant finalement faire, en se laissant devenir à notre tour réceptacle sans volonté, comme une page vierge, une toile blanche où tout deviendrait soudain possible. Tout soudain deviendrait possible. Mais non, on ne le regarde jamais assez longtemps, l'œuvre, pour faire complètement le tour de tous ses contours, pour qu'elle dessine en nous des dizaines d'inconscients détours, pour qu'on s'en imprègne totalement, pour laisser le temps qu'elle fasse en nous mijoter son œuvre comme un chef,
pour qu'elle puisse faire couler en nous différentes couleurs et paysages, différentes saisons et sentiments, différentes sensations et odeurs contraires, pour qu'elle tape enfin dans le mille au fond et fasse naître en nous mille échos lointains. Et même si parfois on le prend, ce temps, on prend quoi? 2, 3, 5 minutes, peut-être 7 au mieux, peut-être 10 au plus, avant de regarder inquiet notre montre. Ce qui n'est pas énorme, vous en conviendrez, si l'on veut véritablement faire œuvre avec elle, si on veut faire connaissance avec elle. On lui accorde que très peu de nous, en fin de compte, à cette œuvre. Il faut bien l'admettre. Seulement un laps avant que nous, machines survoltées et sursollicitées, passions à autre chose et peut-être parfaitement l'oublier, cette œuvre. Même si elle fera, sans qu'on le veuille, partie de nous maintenant, partie de notre diaporama intérieur, partie de notre manière d'appréhender le monde, elle restera là en nous. Cette indécrottable croûte, blottie en boule, dans notre rétine nocturne, là-bas, bien calée, là-haut, dans un coin négligé en toile d'araignée de notre cerveau déjà trop plein. Tiens, comme exercice, essayez de rester un quart d'heure devant le même tableau. N'importe quel tableau. Tenir juste un quart d'heure, sans bouger, sans regarder ailleurs, sans passer nonchalamment à la toile suivante, sans trotter échevelé à la salle suivante ou à l'expo suivante. Vous pouvez même vous chronométrer. Restez juste un quart d'heure devant la même peinture et vous pourrez me raconter ensuite ce qui s'est passé pour vous, en vous, ce qu'elle a bien voulu vous dire, vous confier en seulement un quart d'heure cette peinture. Et elle a sûrement beaucoup de choses à vous dire, vu qu'elle est là, exposée en silence, solitaire à la vue de tous et de toutes, depuis des heures, des jours, des mois, des années, voire des décennies, peut-être même des siècles, qu'elle est là, clouée, fixe, finie, destinée à l'appréhension et au jugement de chaque personne qui la croise, d'un intérêt vagabond entre deux discussions et deux rendez-vous. Oui, cette œuvre, que l'on regarde comme ça en passant en persienne, cette œuvre est avant tout composée, non pas d'eau, de gouache ou d'huile bon marché, non, elle est composée de sang sucré, de larmes salées, de la sueur piquante et des fesses fétides de son auteur, de son autrice. Oui, elle est fille de tous ces actes manqués et de ces vains délires noctambules. Et si, mû par une quelconque envie mystérieuse, ému d'un désir étrange, vous y retournez ensuite à cette œuvre, à cette toile. Si vous vous postez à nouveau devant elle pendant encore un quart d'heure, un peu comme si vous vouliez revoir quelqu'un que vous aviez rapidement connu, mais dont vous aviez pensé à première vue qu'il était somme toute digne d'intérêt. Ce quelqu'un qui vous est certes apparu étrange, mais pas pour le moins agréable, aimable même peut-être. Ce quelqu'un qui vous a intrigué et vous a titillé la curiosité, bref, un quelqu'un qui avait, comme on dit, quelque chose pour lui, pour elle, pour vous. Eh bien,
Si vous y retournez une seconde fois, disons même une troisième ou une quatrième fois, vous serez sans doute submergé à chaque rencontre par d'autres sentiments, d'autres sensations, par d'autres réflexions. Si bien que vous vous rendrez compte que dans ce dialogue en sourdine qui survole les simples dimensions du temps et de l'espace, ce n'est pas de l'œuvre dont il s'agit, mais bel et bien de vous. Oui, de vous. De ce qu'elle provoque en vous, cette œuvre. De ce qu'elle révèle de vos humeurs, de vos appétits et de vos limites du moment. Quel repli sombre de votre âme elle met soudain en lumière. Quel songe secret elle expose d'un coup devant vos yeux, quoi? Oui. Ce que vous croyez être une peinture rigide et froide n'est finalement qu'un bouillant miroir pour vous tendu en creux. Oui. C'est vous l'œuvre. L'œuvre, c'est vous. Bref. Donc, j'en reviens au minuscule dessin que j'ai aperçu il y a peu. J'ai donc vu, à côté de la signature de l'artiste, signature qui, d'ailleurs, est assez particulière et jolie, car elle est tracée élégamment, formée de 2 lettres rondes et enlacées autour d'un chiffre droit. Comme si le pinceau n'avait daigné ici que se poser quelques secondes avant de s'envoler vers d'autres cieux, comme un petit coucou capricieux. On peut lire Lu 7. Peut-être que le 7 signifiait quelque chose de particulier pour cette peintre. Peut-être était-il pour elle comme un chiffre magique, puisqu'elle a décidé de le mettre en exergue, ce chiffre, dans sa signature de Piaf, qui ressemble, écrit comme cela, plus à un blase de tagueur mal fagoté de rue mal famée qu'à un noble nom d'artiste à exposer dans les nobles musées ou autres bâtiments officiels à étiquette encravatée. Donc, à côté de cette signature, juste au-dessous du titre de l'œuvre, titre qui d'ailleurs est lui aussi bien particulier et joli. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez déjà lu. Ce titre, ça glisse dans la bouche comme une promesse. Le titre, c'est Opacarophile. Opacarophile. Vous savez ce que signifie ce mot, opacarophile? C'est un mot un peu savant. Opacarophile. Je vous l'épelle si vous voulez, pour que vous cherchiez plus tard sur vos téléphones. Donc O-P-A-C-A-R-O-P-H-I-L-E. Opacarophile. Vous vous accorderez tout à l'heure cette petite sucrerie, car quand on connaît la signification de ce mot, on peut apprécier différemment tout le tableau. Bref. Dans le coin droit, en bas donc, il y a cette miniature mignardise qui semble représenter une jeune fille. Enfin, je dis jeune fille, même si, pour être tout à fait sincère, je ne saurais pas déterminer réellement son âge à ce petit être d'esquisse, car si je me focalise seulement sur son corps, même si ses formes sont pour la plupart dissimulées derrière une robe blanche un peu trop grande pour elle, robe qui ressemble plus, à vrai dire, à un vulgaire drap élimé qu'à une belle robe de conte un peu sale, ce pauvre drap pauvre, couvert par endroits de moisissure et de terre, à moins que ce ne soit des taches de sang séchées, depuis si longtemps qu'ils en sont devenus d'une noirceur crasse. Bref, si je regarde ce corps d'une extrême maigreur, dont on distingue pourtant, au vu des plis de l'habit, un petit ventre bombé comme une excroissance, de ces ventres provoqués par la malnutrition et la misère, à moins que ce ne soit un ventre enceint de plusieurs mois,
portant en lui une misérable vie fragile. Bref, ce corps donc, dont on aperçoit au moins les jambes frêles, les ongles rongés et sales, les bras nus, couverts par endroits de bleu et de meurtrissures, ce corps assis sur un simple tabouret de bois, avachi, on pourrait dire. Fatigué, ce corps, exténué. Malgré les tétons qui pointent, on ne sait pourquoi sous le vêtement. Abandonné peut-être ce corps, livré à la pesanteur de sa dure expérience de vie fictive, mais pas pour le moins réelle, eh bien, on dirait le corps d'une adolescente, presque d'une enfant. Le corps maigre et fragile d'une enfant. Ce qui contraste avec le visage qui surplombe ce même corps. Ce visage grave d'adulte tourné vers nous, qui nous regarde à travers des cheveux longs, gras et blancs, comme ceux d'une vieillarde délaissée. Oui, elle nous observe d'un œil dont il est difficile de nommer avec précision l'expression. Elle nous observe comme par en dessous, comme soumis, cet œil offert, sans jugement, sans colère ni haine. Un peu comme si cet être avait accepté au bout du chemin son destin. Et son destin, il semble que ce soit nous. Puisqu'elle nous fixe de cet œil détaché, éternel. Cet œil sous lequel on peut lire tout de même une ébauche de sourire. De ces sourires timides dont on ne sait pas s'ils sont de gêne ou de commisération. Oui, elle nous regarde infiniment, fixement, avec ses yeux qui semblent nous traverser de part en part, comme s'il contemplait finalement quelque chose au-delà de cette salle, au-delà de nous. Comme si, malgré son silence obtus, elle voulait nous confier quelque chose, peut-être un secret à elle, car elle pointe d'un de ses doigts levés un autre endroit du tableau. Sans doute nous montre-t-elle, comme sans y toucher, comme sans y penser vraiment, peut-être nous montre-t-elle cet homme à l'autre bout de la toile, cet homme planté là, dans l'autre coin, cet homme dont on vous a parlé tout à l'heure, comme si cet homme avait un lien avec elle, comme si elle l'accusait de quelque chose. Je n'aimerais pas orienter votre interprétation, mais laissez-moi vous raconter, malgré tout, ce que je me suis mis à imaginer sans véritable raison. À force de contempler cette œuvre, il m'est apparu, après un certain temps, avec la netteté d'une vision, que cette jeune fille n'était peut-être pas une simple femme, victime de quelque maltraitance ou de noir dessein. Non, j'y ai plutôt vu une métaphore. Comme si ce corps battu et brimé symbolisait en réalité la terre, notre terre. Cette petite planète épinglée là, absurde, dans le vide immense. Cette terre qu'on maltraite jour après jour, à tour de bras, à tour de maudite Babel. Cette terre qu'on épuise en y puisant toutes nos richesses. Cette mère terre qui nous porte pourtant patiente envers et contre tout. Envers et contre toutes nos délires, nos délirantes lubies et nos désirs mortifères, car vous en conviendrez, à bien regarder l'histoire humaine, à bien regarder l'actualité, à bien regarder le futur en face, nous faisons le plus souvent figure de triviaux nuisibles un peu sadomaso, tissant inéluctablement la corde qui va bêtement nous pendre. Comme si nous étions de ces êtres tremblants au bord du gouffre et qui ne pouvaient qu'être grisés de leur propre vertige. Cet enivrant vertige provoqué
par l'immense vide qui se présente devant eux, là, à leurs pieds. Bref, donc, j'ai lu dans ce regard perçant un message qui nous était adressé à tous et à toutes, à chacun de nous, à chacune de nous. Nous, pauvres mortels aveugles, comme un avertissement, pour que nous arrêtions de nous voiler la face et de nous triturer pervers le nombril, et que nous nous rendions compte qu'il est temps de faire enfin grâce à la nature, de faire osmose avec elle, plutôt que de toutes parts la meurtrir et l'étrangler, car ce petit corps, cette petite terre, malgré tous nos coups de bêche et de morbide fortune, est peut-être encore enceint de 1000 merveilleux futurs. Et soudain, tout deviendrait possible. Un ciel ton lumière sur un vieux cimetière, à mi-mélancolie là, niché dans son lit, les cheveux sous le vent, vole un parfum d'antan. Dans un monde suranné, quelque chose d'abîmé. Un visage, une madone, avance vers l'automne, la robe défraîchie, recherche compagnie, quelques restes d'étincelles pour cette demoiselle. Une nouvelle romance, pour lui rendre élégance, les années l'ont flétrie. La voilà sans abri, son visage invisible du temps devenu cible. Autour d'elle, une brume, et sous ses pieds, l'écume. Vestige d'un jadis où tout était caprice, ruine d'une beauté, aujourd'hui oubliée. Un fondu métallique, une teinte tragique, fille d'une autre époque aux allures baroques. Bienvenue solitude, adieu certitude, brisez le beau miroir, là-bas, dans le boudoir, tout drapé de velours, d'autrefois les atours. Elle accueillit la rose qu'elle avait vue éclose. À ses pieds, elle gît, ses pétales meurtris. C'est fané le miracle du poète, l'oracle. La toile ne dit pas ce que d'elle adviendra. Explorer, découvrir le monde, sillonner la France. Explorer, sillonner, découvrir. Si j'aime m'aventurer à tourner la première couverture d'un livre, si j'aime parcourir les bibliothèques de toutes sortes et d'espèces, si j'aime passer devant une vitrine de librairie et presque tout le temps m'y arrêter pour flâner dans ses rayons et me sentir déraisonnable à la caisse, si j'aime bien sûr tout cela, eh bien il en va de même pour les musées. J'aime pousser les portes d'un musée. Tout là-dedans, dans cette confession amourachée, dans cette liste non exhaustive de mes passions de piéton dans la ville,
Tout là-dedans tient de la volonté lexicale et synonymique d'apprendre, de se cultiver. Cette volonté de franchir, de découvrir. Celle du désir d'évasion, d'aventure. Faire un pas de côté plutôt que de tourner en rond. Faire fi de son propre savoir pour mettre à jour, en apprendre un peu plus, s'intéresser à davantage et, si ce n'est quand même pas passer les portes de la perception ou percevoir le secret des dieux, c'est cependant s'approcher de vertiges nouveaux, jusque-là ignorés. Et c'est aussi faire mentir un peu le réel à l'instant T. Ne pas se reposer sur ses lauriers et faire travailler un peu ses acquis ronflants et qui deviennent vite flasques, feignants et bedonnants, de trop peu de vitalité, par manque de stimulation renouvelée. La bêtise, ça s'ignore, ça s'excuse, ça se pardonne. Pas la paresse intellectuelle. Dans un musée, tout est motif à l'évasion. Les expos, les collections, les œuvres, la vocation de l'endroit. Si c'est celui du coquillage ou celui-là du sabot, on est en droit de s'attendre à de l'inattendu. Bien entendu, le bâtiment lui-même compte dans la balance, dans cette promesse garantie d'échapper au quotidien banal. Le bâti, l'architecture, les vieilles vitrines 19e du musée d'histoire naturelle, empreintes d'un passé de savants passés, ou la modernité immersive et les moyens mis en œuvre pour une visite active de celui, par exemple, du quai Branly, plus moderne. Au musée, on pose ses yeux sur une œuvre sélectionnée dans le cadre d'une exposition au sujet de... On ne sait pas toujours, à l'avance, de qui, de quoi, d'où... Surprise! Parfois, souvent, plusieurs expos, différents sujets s'entrecroisent dans les dédales de ces lieux à part entière. La visite du curieux lambda qui arpente ces endroits ressemble un peu à un rituel. On regarde, on flâne, on s'arrête, tiens, on observe. Tant de réflexions très intérieures. Les plus sûrs d'eux ont les mains dans le dos, les doigts entrelacés, un sourire en coin et hochent la tête dans un entendement sourd et mutin pour soi-même. Oui. Ouais. On en a tous vu des comme ça. Parfois on les envie. Puis on avance et on recommence cette chorégraphie du cortex. La danse du cerveau en ébullition et qui fume. Parfois, on rate un pas de cette danse. On est en phase de contemplation, arrêté devant cette toile, cette sculpture, cet objet ancien, ce sabot, un caillou ou que sais-je. Et puis, on est interloqué, bouche bée. On jubile intérieurement dans le brouhaha des autres. L'enfer, c'est eux. Chut. On a bien réfléchi tout ça. On est prêt à repartir pour s'avancer vers l'étape suivante de notre parcours initiatique. Et là, pile à ce moment-là, ça bug. On ne sait plus ni où poser le regard, ni même par où continuer notre ascension vers l'universel savoir. On se rend compte qu'il y a des petits panneaux écrits tout petits partout. Des flash-codes, des QR-codes, des codes de catalogue, des noms codés, des alcôves dissimulées, des lumières bluffantes aux teintures, aux teintes insolubles,
Et puis on est en boucle couloir. Il y a des flèches partout. Mais attention, cet escalier-là est interdit aux visiteurs, monsieur. Et cette porte au bout est réservée au personnel. On ne sait plus où on est. On ne sait plus où est l'annexe. Bon ben voilà, on est paumé, on est perdu dans le musée. Perdu devant l'œuvre numéro 759, page 154 du livret. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais je suis paumé. Au 2e étage, après la porte B. C'est courageux. La peintre s'appelle Lucette. Lucette. Et j'ai mal aux pieds dans mes 43. Sur l'appli du musée, préalablement téléchargé sur mon téléphone de type smartphone. Avant, on disait d'autres mots, mais maintenant tout est plat et tout est tout fun faux. Lui-même dégainé un peu en panique de sa poche de fesses, clignote un rond rouge. Vous êtes ici. Ça ne nous dit pas grand-chose. La lumière manque ici. Ce tableau est très imposant. Je me sens tout petit au pied de ses pieds à lui. J'ai envie de saisir à 2 mains, que je n'en ferai même pas le tour, ces dorures vieilles et superbes. Tiens, mais... Est-ce que j'ai bien aperçu un furtif rictus ? Oui, sur le faciès de ce petit personnage, peint tout en haut à gauche. Les myriades de visages bougent, me surveillent. Est-ce que je suis sous l'emprise d'un charme ou d'une malédiction lancée comme on lance un sort par ce tableau ? Est-ce que le temps se joue de moi pour m'inciter à ralentir mon parcours et pour m'intimer à une observation plus poussée, plus précise de cette toile dantesque ? L'ai-je offensé par trop d'inattention et trop d'empressement à continuer cette visite ? À finir cette hasardeuse expédition, à trouver la sortie, tout du moins un échappatoire. C'est vrai que ça s'éternise. Mes baskets ne décollent plus du sol. Je traîne mes pieds fatigués sur les dalles du carrelage somptueux et propre comme des miroirs de ce curieux édifice. En ai-je trop vu ? Depuis combien de temps ai-je commencé cette culturelle échappée ? À quand remonte le début de cette rétrospective ? Mais quelle heure est-il ? Pas d'horloge dans les musées, jamais, comme au casino. On nous cache l'écoulement et la mesure temporelle. Mal au crâne soudain. De la gouache à l'intérieur des yeux. Bouche sèche. Fièvre subreptice. Abondante suée. Oh là là. Rouge au front intempestif. De me sentir si penaud, si diminué aussi rapidement et tout au milieu des autres. Mais qu'est-ce qui m'arrive là ? Et que m'arrive-t-il ? Ça y est, je sais, je suis victime du syndrome de Stendhal. Je perds la boule d'avoir trop vu, l'œil trop sollicité de tant d'art, de tant d'œuvres. Ma condition de petit curieux mise à mal devant les splendeurs insondables. Incapable de décrypter ici la technique, là les subtils messages cryptiques. Je me fais laminer par le génie des génies. Les grands maîtres, dans leur silence lourd, me ratatinent en attaque psychique par trop de savoir-faire, trop de maîtrise, et me noie le discernement à grand renfort de grandiloquentes images oniriques, ésotériques et hermétiques. Je suis privé de toute tentative, de toute façon vaine et infructueuse, à ne serait-ce qu'essayer de commencer à comprendre quoi que ce soit à ce qui m'entoure, de ce qui s'impose à mon regard. Tétanisé. Le temps s'est arrêté. L'art ne se contente plus de ma présomptueuse envie d'apprendre. Il me rejette, me repousse. Je ne suis pas assez digne.
freluquer engoncé dans ses restreintes certitudes devant la métaphysique artistique. Un vaurien va-nu-pied au royaume de l'indicible. Je défaille. En mon fort intérieur palpitent des syncopes, des arythmies nauséeuses, sombres et inquiétantes. Je suis écrasé sous une chape de plomb, de malaise. On veut me supprimer l'accès à la culture. On me refuse ce divertissant moyen de vivre et de mourir moins bête. On me coupe l'élan d'aller voir comme on coupe dans les budgets, avec zèle et sans discernement. Je suis complètement aux fraises et on sucre les subventions. Est-ce que le musée va tenir ? Est-ce que le ciel me tombe sur la tête ? Aïe, aïe, aïe. La culture serait-elle victime, elle, du syndrome de Stockholm ? Ravie d'être séquestrée par les sbires des pouvoirs, ceux qui tournent comme les tables, comme les chaises musicales, et les faquins des ministères. La culture sur invitation, c'est une antinomie. Les musées devraient être en happy hour, en open bar, il y aurait plus de monde, ça rigolerait. L'accès à Dame Culture devrait pouvoir se faire de nuit, à la sauvette, à la folie, plutôt sous les lumières des lampadaires sur un parking, plutôt que sous les néons blafards à l'occasion des pâles vernissages, dans le son creux des gobelets et des coupes qui transpirent les bulles tièdes tout au milieu du sérail. Alors, me voilà là, figé devant cette impressionnante peinture aux couleurs tombées du ciel. Je suis extatique et statique. Et si peu à peu je me sens mieux et moins oppressé, je sais qu'une menace me guette. Je suis ébloui, hypnotique, devant l'ampleur de ce chef-d'œuvre qui jusque-là s'était refusé à ce que je croise sa route. Je ne l'avais jamais vu, ni dans un livre, ni dans un reportage. Le grand algorithme jamais ne m'avait laissé entrevoir son existence au monde. Jamais le nom de cet artiste n'était parvenu jusqu'à l'aura bleue de mes divers écrans. Je ne regardais plus, je n'observais plus, je contemplais, abasourdi et de plus en plus alerte. Passé cet épisode de grand tourment, je me laissais faire par une étrange force qui émanait de cet épique spectacle immobile. J'avais comme l'intuition qu'il se passait quelque chose. J'avais comme impression, oui, c'est bien ça, qu'il me susurrait quelque chose. Du latin museum, signifiant étude, bibliothèque. Lui-même, dérivé du grec museion, qui désignait une école d'art ou de poésie. Venant lui-même du mot mousla, qui a plus tard engendré le concept des muses antiques, mais qui signifiait dans un premier temps le fait de réfléchir, méditer, se perdre dans ses pensées, s'émerveiller. Et aussi traîner et perdre son temps. Toi, Réfléchir, dans ce temps perdu, méditer, tu as vu quoi? se perdre dans ses pensées, s'émerveiller. Toi, Traîner, Tu as vu quoi? son temps, des couleurs, muser, Quelle couleur? du bleu, réfléchir, méditer, Toi, se perdre dans ses pensées, dans les méandres de tes pensées, s'émerveiller, t'es allé où? traîner musée, et perdre son temps, T'es allé où? vers le vide,
un vide. Musée. Réfléchir. Toi, Méditer. tu t'es émerveillé à quelle note? Se perdre dans ses pensées. Dans les S'émerveiller. plis d'un vêtement. Traîner. Toi, Perdre son temps. tu t'es réfléchi à quel mot? Dans la beauté de vos paroles. Toi, tu t'es laissé embrasser par quelle muse démuselée? Réfléchir. Méditer. Se perdre dans ses pensées. De la poésie. S'émerveiller. Traîner. Et perdre son temps. Musée. Musée. Eh bien pour nous, héritiers déguenillés en droite ligne de la pensée de Lucette, tout est art et l'art est tout. Ce qui veut dire que l'art est partout. Il ne peut en aucun cas cet art n'être contenu et exposé que dans les belles galeries mausolées, et que par nature cet art, il explose sous les pavés pollués à chaque coin de rue, érigé en cathédrale bordel, qu'il est offert cet art à tout va, au tout venant. Oui, comme nous disait Lucette, tout geste artistique n'est en vérité qu'un geste d'amour. Oui, elle le pensait, cet art, comme un baiser donné comme ça à la volée, sans retour, embrassant sans rémission notre étrange condition de vivant mortel. Que ce baiser peut être donné aussi bien au premier venu mélomane et surpris qu'à un public mégalomane et averti, qu'il comprend tout le monde, cet art, qu'il ne rejette personne. Eh bien, dans la familiarité de cette pensée, nous offrons aujourd'hui au musée de la Roche-sur-Yon une œuvre d'art muraliste. Car nous croyons que deux mondes qu'on pourrait penser bêtement opposés et contraires sont en vérité aimants et frères, comme les deux faces d'une même pièce, l'un et l'autre enlacés au creux d'une même interrogation, comme deux amants blottis au sein d'une même tentative de partage bonhomme, chauffés à blanc d'une même envie viscérale de beauté. Oui, nous donnons ce tableau comme on offre son cœur à l'abandon, un peu ému, un peu maladroit, un peu fragile, brinque-ballé entre espoir frémissant et crainte idiote de ne pas être chaleureusement pris, entièrement compris, sans savoir réellement ce que fera l'autre de nos entrailles, soudain mises à nu, comme exposé là à l'air libre à son bon vouloir, comme cloué à ce que dira ses lèvres, ses bras, ses yeux. Se perdre dans ses pensées, s'émerveiller, sillonner, traîner, perdre son temps, découvrir, arpenter, méditer, explorer. se perdre. C'était Felucette au musée. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe du musée qui va maintenant exposer cette œuvre dans la salle rouge parce qu'ils ne sont pas prévenus. Voilà. Merci à vous surtout d'être venus au musée. On espère que ceux qui ne sont pas rentrés dans le musée, je pense que vous pouvez le temps de faire un tour pour le découvrir, vite fait. Quoi dire d'autre? Merci à Audrey. Merci Audrey. Et merci à Marc. Et
Et merci à vous d'avoir pensé à moi et m'avoir invité. Je suis ravie. Avec grand plaisir.